3 000 milliards de dettes, ça peut paraître un gros chiffre, mais si jamais vous dégagiez 50 milliards ou 100 milliards tous les ans de résultats, on dit on va la payer. Vous voyez, sur 30 ans, on va la payer. Si vous dégagez 100 milliards de résultats tous les ans, eh ben, vous la payez la dette en 30 ans. Donc, parce qu'une dette, ce qui la caractérise, c'est la capacité à la rembourser. Mais quand vous êtes déficitaire, vous ne pouvez jamais la rembourser. Même si vous aviez l'éternité devant vous, vous la rembourserez jamais. Le problème, c'est pas tant les 3 000 milliards de dettes, c'est les 160 milliards de déficit structurel. Et ça, c'est terrible. Et pour payer du fonctionnement. Bonjour à tous, à chacun, à toutes, à chacune. Encore une fois, je me répète, c'est une joie de vous retrouver fidèle au rendez-vous de Chartrissimo, émission désormais hebdomadaire de Radio Ranciel entièrement dédiée à l'action municipale et communautaire. Jean-Pierre Gorge, bonjour. Bonjour. Pour vous, comme pour nous, une nouvelle année commence avec des projets en cours et d'autres à venir. Pour que ces projets voient le jour, il faut évidemment un budget qui tienne la route. Et quand je dis un, c'est plutôt deux qu'il faut dire puisque vous êtes maire de Chartres et président de Chartres Métropole. Alors, il y a encore 10 ans, établir un budget était certes un exercice délicat, mais il n'y avait pas péril en la demeure. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les finances du pays sont en plein chancelique, comme dirait Audiard, et l'État demande aux collectivités de faire plus avec moins. C'est un peu ça. Bah oui, ils cherchent un bouc émissaire et ils pensent que les collectivités sont responsables de tout ce qui se passe. Bon, je vais expliquer déjà plein de fois. Vous savez, la dette, c'est 3 000 milliards, 3 000 milliards, et les collectivités, c'est 300 milliards, donc c'est 10%. Et les collectivités remboursent leurs dettes. On ne peut pas présenter des comptes en déséquilibre, donc c'est 10%. Mais les collectivités, c'est 70% de l'investissement public en France. L'État n'investit plus. Donc qui est responsable ? L'État ou les collectivités ? Alors, pendant des années, l'État vous a demandé finalement d'investir et de contracter des emprunts à long terme. Et aujourd'hui, il vous coupe les vivres. Est-ce que ça, c'est grave, je veux dire, pour moi, c'est grave. Parce que là, vous savez, on parle d'autonomie financière des collectivités locales. Mais quand on construit des budgets chaque année et qu'on investit, parce qu'en plus, on nous demande aussi, on nous incite à investir. On investit, mais on investit en fonction de ce qu'on va être capable de rembourser. C'est comme dans les ménages. Donc, on fait des plans comme ça, sur plusieurs années, mais très loin, puisqu'il y a des emprunts, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, on planifie tout ça. Vous voyez, donc c'est équilibré. L'État est avec nous, puisqu'il nous finance aussi. Donc, vous voyez. Ensuite, ils viennent avec nous couper le ruban, parce qu'ensemble, c'est la fête, on a investi. Et puis là, à un moment donné, ils diraient, écoutez, de ce que vous avez de disponible pour rembourser vos dettes, on va en prendre une partie. Donc, ils vous rendent l'équation impossible pour un certain nombre de communes. Moi, personnellement, je pense que c'est anticonstitutionnel. On ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas être rétroactif. On pourrait nous demander de faire des efforts sur la suite. On peut nous dire, écoutez, il faut optimiser, vous vous rendez compte, vous avez peut-être un rythme de vie qui est trop important. Mais là, c'est autre chose. Ils nous mettent en péril. Ils vont nous mettre dans une situation de cessation de paiement. Alors, ce n'est pas le cas de la ville de Chartres. Là, je réponds au niveau national. Nous, écoutez, avec ça, on va être obligé de diminuer le rythme de nos investissements. Mais c'est pas normal, ça ne devrait pas être dans ce sens-là. Et moi, je maintiens que la situation actuelle de la France, c'est pas comme ça qu'il fallait le régler. Le problème de la France, c'est qu'elle a un déficit de fonctionnement. Les collectivités locales ne connaissent pas ça. Donc, ce qu'il faut réduire, c'est les charges de fonctionnement. Trop de fonctionnaires, c'est ça. Entre autres, mais il n'y a pas que ça. Beaucoup trop de fonctionnaires, il y a 5 700 000. Il n'y a pas d'équivalence dans le monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose de visible. Il y en a plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est pas de cette façon-là qu'il faut s'y prendre. Il fallait réduire la dépense. Chez vous, si vous voyez bien que vous êtes juste sur votre budget, vous allez réduire la voilure. Parce que, alors peut-être que vous allez voir votre patron et lui demander une augmentation, mais ça, c'est pas certain. Vous savez, les produits sont jamais certains. Les dépenses, vous en êtes sûr. Il faut payer tout le temps. Donc vous regardez ce que vous pouvez changer. Et on a tous, dans notre vie, à un moment donné, on a freiné le rythme. Donc on doit pouvoir faire ça, bien sûr. Mais là, c'est prendre les choses à l'envers. Et en faisant ça, tout le monde est mécontent. Et moi, je suis certain que
politiquement, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. Et je pense que quand on avance de cette façon-là, ben vous verrez, ça ne pourra pas durer. En plus, avec un spectre à l'Assemblée nationale qui va de deux extrêmes, qui tiennent des positions complètement diamétralement opposées, qui finiront par s'unir à un moment donné quand il faudra sanctionner, eh ben, vous ne pouvez pas avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour voter un certain nombre de choses. Alors là, à mon avis, il faut reprendre la copie et la reprendre par les dépenses. Alors depuis 2001, chaque année à Chartres, tout le monde s'en souvient, le taux d'imposition était revu à la baisse, mais en 2021, les villes ont perdu donc, progressivement la taxe d'habitation, plus ou moins compensée par l'État, plutôt moins que plus. Oui. La compensation? Non, pareil. L'euro-près, non, mais le problème, c'est qu'après, ça n'évolue plus. Oui. C'est ça, c'est en dynamique qu'on perd. Voilà. Vous êtes engagé en 2020 à laisser en l'état les taux de la taxe foncière. Est-ce que vous pouvez maintenir cet engagement? Moi, vous savez, je suis élu jusqu'à 2026. Il est clair que jusqu'à 2026, je vais maintenir ça. Vous vous rendez compte, je le disais récemment, je suis la seule ville de France qui a baissé ses 2 taxes tous les ans et à faire des investissements importants. Donc, vous voyez, moi, on ne peut pas taxer de lever l'impôt pour faire les investissements. Jusqu'à présent, j'ai fait la démonstration dans l'autre sens. Je baisse la fiscalité, qui avait peut-être été un peu trop forte dans les années précédentes, et en même temps, j'investis. Donc, jusqu'à 2026, bien sûr, je m'engage à ne pas bouger ces taux. Et vous dites que c'est faire du social, ça, hein? Baisser le taux, forcément. Quand vous baissez les taux, alors vous allez me dire, celui qui est pas riche, il paye peut-être pas d'impôts, mais il paye des taxes. Donc, quand je baisse ces taxes, je l'aide indirectement. Surtout, moi, ce que je voulais faire, je voulais montrer qu'il pouvait y avoir des investissements productifs, c'est-à-dire que vous investissez, mais en fait, ça vous baisse vos charges de fonctionnement. Il y a des gens qui le font aujourd'hui. Alors, pas toujours. Ce que je dis, c'est techniquement, c'est pas forcément complètement toujours vérifié. Mais on vous dit, prenez une pompe à chaleur, vous allez investir pour payer moins de factures de chauffage. Donc voilà, un investissement productif. Vous dépensez de l'argent avec un emprunt. Alors après, il faut faire attention que la nouvelle facture d'électricité plus celle du remboursement de votre investissement soit pas supérieure à ce qu'il y avait avant. Mais normalement, vous avez investi et puis ça diminue la facture. Une voiture. Vous rouliez avec une voiture qui était en moyenne à 12 litres au 100, vous faites beaucoup de kilomètres, vous achetez une autre voiture qui va consommer 5-6 litres au 100, et bien là, vous allez faire des économies de fonctionnement, donc vous avez investi dans un nouveau véhicule, vous allez peut-être profiter en même temps de la technologie, et vous allez payer moins cher. Donc ça existe. Mais l'État ne fait pas ce type d'investissement. Dans la ville, on en a fait beaucoup comme ça. Alors, votre cheval, justement, de bataille, ça a toujours été, c'est l'investissement, la créativité, les équipements, etc., à ce niveau de désengagement de l'État, est-ce que ça va être encore possible? Au-delà de 2026, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous savez, moi, je trouve toujours l'idée nouvelle. Donc, toujours le coup d'avance, il faut le sortir au bon moment. Mais je prépare ça depuis un moment. Parce que l'avantage d'avoir passé une quinzaine d'années à la Commission des finances, les malheurs qui vont arriver, je les connais. Je vous disais, pour le déséquilibre des comptes de l'État, en 2005, je préposais des textes de loi pour que l'État présente ses comptes en équilibre en 2005. On est en 2025, là, demain, 20 ans après. Moi, j'ai vu les choses arriver sur plein de sujets, que la DGF baisserait, toutes ces choses-là. Je l'ai annoncé, et on travaille tout comme ça. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire en sorte... Je me moque de l'autonomie fiscale. Il y a des gens qui réclament des impôts pour être certains d'avoir l'argent, vous voyez, comme la taxe d'habitation. Je m'en moque. Moi, ce que je veux, c'est l'autonomie financière. Oui. Alors, c'est quoi l'autonomie financière? Ça veut dire que vous créez votre capacité à investir, votre autofinancement, par le système que vous mettez en place. Et là, il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces, et je ne veux pas vous les dire, parce que vous l'en gardez par anticipation. Mais alors déjà, c'est les investissements productifs. Je veux dire, quand vous modifiez un certain mode de fonctionnement, vous pouvez vous créer des petites richesses implicites, quoi. Donc c'est malin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la capacité, c'est l'autonomie financière. Moi-même, j'ai des outils, je peux mettre des organisations en place qui font que j'arrive à dégager des marges qui me permettent de faire un certain nombre de choses. Alors, une des premières choses que j'ai faites assez rapidement, qui m'a donné un certain niveau, déjà, c'est de filialiser toutes les compétences de l'agglo. On a fait des sociétés, on appelle ça des EPL, des établissements publics locaux, et donc avec différentes formes. Il y a des SEM, des SPL, des CEMOP, et toutes ces petites boîtes
eh bien, elles sont autonomes. C'est quoi l'avantage en fait? C'est quoi l'articulation? C'est Eh un peu bien, compliqué, je trouve parfois. je vais vous donner le premier avantage, c'est la fongibilité des résultats. Avant, on était dans des syndicats. Quand vous avez des résultats, par exemple, votre syndicat génère des résultats, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros, vous deviez le réinjecter dans le système. Et là, la fongibilité permet de remonter ça vers le budget principal de l'agglomération. Ensuite, vous pouvez le réutiliser pour faire autre chose. Et si l'autre chose que vous vous génère des économies, vous avez créé un système, j'aime bien ce mot-là, qui percole. C'est-à-dire que votre résultat, vous le réinjectez dans le dispositif et qui vous génère d'autres économies, ainsi de suite. Et l'agglomération vit comme ça depuis 24 ans. Vous pariez alors vous pariez sur une baisse continue et drastique de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement. Ouais. Alors c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis François Hollande, je crois, à peu près. Avant, même avant. C'est bien sûr. Moi, quand je suis élu en 2002, ça devait être 94 milliards, et là, on en est à 27, bien sûr. C'est colossal, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que l'État éponge sa dette avec... alors, on peut se poser la question si ça va pas été trop loin. Avant, ça avait été trop loin. C'est-à-dire que la fiscalité nationale, les impôts sur le revenu, la TVA, tout ça, était redistribué en partie vers les collectivités. Alors c'était un système, on appelait la péréquation, c'est-à-dire qu'on distribuait de l'argent à ceux qui n'en avaient pas beaucoup. En fait, c'est un système très mauvais parce qu'on avantageait souvent ceux qui géraient mal. Quoi. Donc voilà, il y avait ça. En fait, il y avait deux types d'erreurs. On redonnait de l'argent à ceux qui géraient mal, et puis... de l'autre côté, aux limites, celui qui avait déjà beaucoup d'argent, il pouvait se retrouver à en avoir encore plus. Donc, c'est toujours pareil. Ceux qu'on rince, c'est ceux qui sont entre les deux. Vous voyez, on ne prend pas l'argent aux riches parce qu'on se dit si on leur prend l'argent, ils vont se fâcher, ils vont nous embêter. Et puis aux pauvres, on n'en prend pas parce qu'ils n'en ont pas. Donc, ce qui est entre les deux, c'est ceux-là qui se font racketter. Le Français moyen, c'est lui qui paye. Alors, la DGF, vous le dites, va continuer de baisser drastiquement. Elle pourrait même disparaître. Moi, je pense que... Mais à la limite, moi, ça ne me gêne pas, parce que il faut laisser à chacun la possibilité de créer son autonomie financière. Ah oui. Peu importe, c'est des règles du jeu. Vous voyez, bon, là, la TVA, elle est à 20%, mais on pourra avoir une TVA locale, ou une contribution locale. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. Mais à un moment donné, de toute façon, il ne faut pas rêver, c'est le Français qui paye. L'État n'existe pas. On parle toujours de l'État, mais tous ces gens qui parlent à la télévision tous les jours, c'est pas eux qui payent, c'est nous qui payons. Vous voyez, comprenez? Donc voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Les Français ont du souci à se faire, vous le disiez, en préparant l'émission. Oui, moi je pense que... Oui, ils ont du souci parce que, si vous voulez, il y a deux choses. Bon, alors 3 000 milliards de dettes, ça peut paraître un gros chiffre, mais si jamais vous dégagiez 50 milliards ou 100 milliards tous les ans de résultats, on dit on va la payer. Vous voyez, sur 30 ans, on va la payer. Si vous dégagez 100 milliards de résultats tous les ans, vous la payez la dette en 30 ans. Donc, parce qu'une dette, ce qui la caractérise, c'est la capacité à la rembourser. Mais quand vous êtes déficitaire, vous ne pouvez jamais la rembourser. Même si vous aviez l'éternité devant vous, vous la rembourserez jamais. Le problème, c'est pas tant les 3 000 milliards de dettes, c'est les 160 milliards de déficit structurel. Et ça, c'est terrible. Et pour payer du fonctionnement. C'est comme si, chez vous, vous avez vos revenus, tout ça, et demain, vous vous dites, je veux prendre un jardinier, parce que, disons, le jardin, quand même, il faudrait que toutes les semaines, il soit bien tenu, parce que je reçois du monde. Et puis, d'ailleurs, pour la cuisine, pour que ma femme ne cuisine pas assez bien, je vais prendre un cuisinier, vous voyez, ainsi de suite. Et comme ça, il y en a partout, 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 partout. Et en déficit, en différentiel, c'est 160 milliards. Et là, on peut avoir peur. Moi, j'ai peur, pas des 3 000 milliards, des 160 milliards structurels. Parce que quand on ramène ça au PIB, on dit 5, 6%. Oui, mais si vous le ramenez au budget, c'est 30%. On souhaite quand même une bonne année. Moi, je vous souhaite une bonne année. Et puis 2025, ça va être une année charnière parce que, d'abord, c'est l'année avant les élections municipales, mais il peut y avoir une législative avant les municipales, peut-être une présidentielle avant des législatives, avant les municipales, ou alors que ça se déroule normalement, des municipales, une présidentielle et des législatives. Et ça, ça va être une période chaude. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. Chers auditeurs et auditrices, vous pourrez réécouter cette émission. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, je pense, à engranger sur www.radiogranciel.fr. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Chartrissimo. Merci. Merci et bonne année.